Bonjour à tous et bienvenue dans la critique de Ghost in the Shell. Et pour cette critique, on se retrouve avec Jack au ciné. Salut. Où l'on va parler de l'adaptation hollywoodienne de Ghost in the Shell par Robert Sanders. Et pour commencer, on va parler de l'original de Maro Oshii de 1995. Je te laisse commencer avec ton avis sur ce film original. C'est un film d'animation qui m'a plutôt plu quand je l'ai vu. Après, j'ai pas été ultra imprégné par le long métrage, mais je trouve qu'il a son importance. Les thématiques abordées sont dingues. C'est pour ça que c'est une référence, à mon avis. Je suis pas un énorme fan, mais j'apprécie beaucoup cette œuvre. Ok, moi j'avais beaucoup aimé l'adaptation, le film original de 1995, parce que c'était un univers de science-fiction que j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'aime le 5e élément, et c'était vraiment assez philosophique, un peu comme Matrix, on l'a beaucoup comparé après, et Matrix en a beaucoup inspiré, et c'est vraiment une référence dans le cinéma de science-fiction et dans les animés, et donc du coup c'était un film qui m'avait beaucoup plu. Après j'ai pas été plus loin, toi t'as vu The New Movie. J'ai vu The New Movie, oui, qui est une sorte de film qui se déroule dans une autre timeline. C'est un peu le bordel au niveau des films d'animation, mais concrètement il n'y a pas vraiment de rapport avec le film original, quoi. Ok, moi j'ai pas été plus loin dans la découverte de cet univers. Et maintenant on va passer sur le film de 2017, Ghost in the Shell. Je te laisse commencer avec ton avis global sur le film. Et j'avais pas d'attente et c'était une super surprise. Je trouve que c'est un très bon long métrage et comme ça, à chaud, je vois pas vraiment de défaut. Je trouve vraiment que c'est une œuvre ultra aboutie qui sait faire la part des choses entre l'adaptation et quelque chose de nouveau, et on va en reparler. Moi je trouve que c'est un très bon long métrage que je vous recommande. Ok, je suis de ton avis. Je trouve le film extraordinaire, que ce soit dans tous les aspects. Moi j'ai juste à reprocher quelques petits problèmes de rythme qui a été souvent reproché aussi sur internet, mais c'est vraiment très très minime par rapport à l'aspect global du film, qui reste vraiment un très très bon blockbuster et un très très bon film en général. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Maintenant on va commencer par la réalisation de Robert Sanders, qui, on va être d'accord sur ce point-là, a vraiment montré qu'il posait ses couilles dans toutes les matières, en matière de choix de cadre et tout ça. C'était vraiment très très abouti. C'est clair, surtout quand on voit que le mec revient de Blanche-Neige et le Chasseur, je crois. Ouais, c'est ça. On se dit vraiment qu'il y a une énorme évolution, et à mon avis c'est pas les mêmes studios qui sont derrière également. Donc c'est vrai que le mec là il revient et c'est vraiment super beau, mais même au-delà de la réalisation, l'esthétique du film est très beau et ça s'inspire de pas mal de choses, du film original évidemment, Blade Runner, plein de films comme ça. Et la réalisation précisément elle est super bonne. Après moi je déplore un petit peu un manque d'ambition dès que c'est plus calme, parce que dès que c'est plus calme, au niveau de la réalisation pure, pas de l'esthétique, des décors, tout ça, au niveau de la réal, quand c'est calme, ça va être souvent du champ contre champ basique, mais par contre, dès qu'il y a de l'action, là vous pouvez être sûr qu'il va y avoir un dynamisme de dingue qui va suivre complètement toute l'action, rendre tout ultra lisible, ce qui aujourd'hui est de plus en plus rare. Il suffit de voir Civil War. Et là, vraiment, on a une œuvre au niveau de la réal qui est aboutie. Et au niveau de l'esthétique, comme je le disais, c'est vraiment super beau. C'est hyper abouti. Je pense que c'est une des œuvres les plus belles que j'ai pu voir cette année, ça c'est sûr. Je suis assez d'accord avec la réalisation. Il y a beaucoup d'ambition en matière de longueur de plan. Ça va pas être hyper cut. Il y a beaucoup de travelling avant. Il y a beaucoup de grands moments où, par exemple, le plan va durer 30 secondes, où vraiment il y aura pas de problème, notamment les plans de ville, où on voit toute la ville avec tous les hologrammes, qui certes il y a beaucoup d'informations dans ces plans, mais qui prennent leur temps avec une bonne musique derrière. Ouais, je suis d'accord. Donc vraiment, niveau réalisation, c'était vraiment très très bon. Et ça rejoint un peu ce qu'on pense aussi des effets spéciaux, qui sont vraiment très très bons et assez révolutionnaires sur certains points. Ouais, j'avoue. Parce que... Ouais. Vas-y, continue. Il y a des trucs qui sont pas forcément hyper novateurs, mais qui sont super bien traités. Un truc tout con, c'est par exemple que la combinaison du Major, elle est un peu translucide, et des fois il y a comme de la lumière qui la survole en fait, et c'est super bien fait. Ou un truc qui est ultra évident, c'est les publicités qui sont sur les bâtiments. C'est juste dingue, ça rend la ville ultra vivante, comme dans le long métrage d'animation original. Mais les effets spéciaux de manière générale sont ultra beaux, et vraiment on voit qu'aujourd'hui on peut faire des trucs ultra belles. Et il n'y avait pas besoin de Ghost in the Shell pour s'en rendre compte, mais là vraiment c'est l'aboutissement de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui.
Et même tous les travaux qu'ils ont fait sur Scarlett Johansson pour reproduire une femme nue entre guillemets étaient vraiment très beaux parce qu'on voit même pas la différence quand on a vraiment l'impression que c'est le corps de Scarlett Johansson et qu'ils l'ont pas retravaillé derrière. Et toutes les actions, les interactions qu'elle a, par exemple quand elle marche sur le mur et qu'elle tape les bandits, c'est vraiment très bien fait et on croit vraiment, c'est vraiment très réaliste et on a l'impression d'être dans 50 ans quoi. Et le peu d'images de synthèse qu'il y a, parce qu'à mon avis il y en a, franchement on les voit pas du tout. Non. Vous voyez, ça me fait douter, hein. Mais on les voit quasiment pas. Enfin, à aucun moment j'ai tilté l'illusion. Et même un autre truc auquel je viens de penser, c'est il y a des geishas robotiques, notamment qu'on peut voir dans la bande-annonce. Et visuellement, mais c'est dingue, c'est super stylé, c'est magnifique. Je trouve vraiment c'est un super concept. On a l'impression que c'est des droïdes créés pour le film et que et qui sont pas en image de synthèse et c'est vraiment bien foutu. C'est exactement ça. Sinon pour le scénario, c'est là qu'on va un peu traiter le synopsis du film. Ouais. Mais là on va parler du scénario sans le travail d'adaptation. C'est vraiment le scénario en tant que film et après on va parler du travail d'adaptation. Pour ce qui est du scénario, très bien construit, assez lisible. Mais voilà, comme j'ai dit, petit problème de rythme à certains moments. Mais sinon, je trouve que le scénario était vraiment très abouti et assez travaillé. Et on voit que l'univers est respecté dans à peu près tous les thèmes. Ouais, alors je suis d'accord avec toi. Bon, pour le rythme, moi je trouve pas forcément. Il y en a beaucoup qui ont dit que c'était chiant, qui se faisaient chier. Moi pas du tout. Et en fait, je trouve que c'est un film qui laisse beaucoup de place à la réflexion. Et je trouve que le découlement des scènes entre les scènes d'action et les scènes de réflexion est bien fait, c'est-à-dire que c'est pas forcé et c'est pas forcément ultra binaire avec une scène d'action, une scène de réflexion. Je trouve que tout se déroule logiquement et à aucun moment on va se dire ah merde encore une scène d'action ou ah merde encore une scène de réflexion. Donc c'est vrai que ça crée un rythme qui est assez bizarre mais qui m'a pas déplu et je trouve en adéquation finalement avec le film. C'est clair, on va voir Ghost in the Shell, on doit se douter qu'au bout d'un moment on va avoir le cerveau en bouillie. C'est un peu le but du truc aussi. C'est vrai que le scénario c'est un peu du yoga, c'est vraiment très posé. Non mais c'est vraiment très posé, on a vraiment le temps de bien réfléchir, le temps de bien analyser les scènes. C'est pas vraiment charcuté pour tenir sur 1h30, là c'est vraiment étendu sur presque 2 heures de film, 1h50 il me semble. C'est vraiment très étendu et c'est assez efficace pour bien réfléchir et bien analyser le film et c'est pas vraiment compressé quoi. Et sur fond de trame policière parce que c'est une enquête aussi à la base. Il y a une enquête qui en fait, l'enquête ce qui est marrant c'est qu'elle met à la fois en relief les scènes d'action et les scènes de réflexion. Et ça c'est un truc de ouf parce que ça se base sur une enquête toute simple. Il y a un criminel qui apparaît, qui pirate des humains, ce qui pose déjà une réflexion. Et en plus, à partir de ça, le personnage principal va totalement se développer autour de cette enquête et je trouve que ça c'est plutôt bien fait. Donc l'enquête en soi, elle est plutôt cool, il y avait des rebondissements plutôt bien trouvés. On les connaît si on a vu le film original pour la plupart, il y en a certains qui moi m'ont surpris. Et ce qui est fort, c'est que justement ça arrive à mettre en relief toutes les thématiques du film. Alors qu'à la base ça pourrait se prêter à juste une enquête classique avec un criminel, on l'arrête et point barre, il va en tôle. Et ça va bien au-delà de ça, ce qui prouve que le film est très intelligent. Il y a une vraie réflexion philosophique derrière et comme dans le long métrage original quoi. Il y a toute une quête du héros qui est vraiment très intéressante à suivre et très intéressante il y a plein de questions qui sont posées à travers cette quête et c'est vraiment intéressant pour le spectateur et pour le personnage en lui-même. Ouais, c'est vrai. Maintenant on va parler de l'adaptation en elle-même. Ouais. Qui est pour toi et pour moi l'une des meilleures adaptations qu'on ait pu voir ces dernières années. Ah, je suis d'accord. Qui se rapproche beaucoup de l'œuvre originale tout en restant original d'un autre côté parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne trouve pas dans le film original qui là arrivent dans cette adaptation et qui permet aussi la découverte pour les spectateurs qui sont pas néophytes justement. C'est ça. Et notamment toute la fin parce que tout le début se rapproche vraiment de l'original mais la fin part un peu vers une autre direction. C'est vrai, ouais. Au niveau de l'adaptation, c'est vrai que c'est ce que t'as dit, il y a des moments où vraiment ça va être le pur film d'animation original, plan par plan, et c'est vraiment dingue quand on voit la reconstitution des trucs, c'est absolument fou, et si vous aimez le film d'animation original, forcément vous allez être ébahi devant le spectacle. Et en face de ça, il y a pas mal de moments où le scénario va décider d'emprunter d'autres voies qui sont dans le film original, mais qui sont moins exploitées. Par exemple, il y a le thème de la solitude qui est très exploité dans le long métrage de 2017, qui l'était dans le film original, mais beaucoup moins. Et c'est pas mal de choses comme ça, c'est des choix d'adaptation. Et c'est ça une adaptation, une vraie adaptation, c'est transposer une œuvre sur un autre média
Et du coup, on passe d'un manga à un film d'animation à un film au cinéma. Et je trouve que les choix qui ont été faits sont tous justifiés. Il y en a qui vont gueuler, les puristes ils vont gueuler, évidemment. Mais je trouve que ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est savoir choper toute l'essence de l'œuvre originale et essayer de proposer au final quelque chose d'assez nouveau au cinéma sans trahir l'œuvre. Et on pourrait faire ça pour les comics et autres, mais Marvel et DC ont décidé de s'en éloigner. Beaucoup plus Marvel, mais voilà. Je parle de deux pour citer des gros blockbusters actuels en termes d'adaptation. Et là, Ghost in the Shell fait les bons choix pour moi. J'ai trouvé que tout était justifié et justement, ça m'a surpris de voir à quel point c'était bien de quelquefois s'échapper de l'œuvre originale. C'est comme tu le dis, c'est vraiment justifié et c'est pas comme récemment La Belle et la Bête qui va reprendre plan par plan le film original de 1997 qui vraiment ça n'a aucun intérêt et là vraiment ils ont réussi à rajouter de la nouveauté à cet univers sans vraiment charcuter l'univers de base. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. On voit qu'il y a un profond respect envers l'œuvre de Ohoshi et qu'ils ont pas envie de vraiment l'enfoncer par terre et dire ouais toi c'est de la merde, on a envie de faire mieux que toi. Ouais, puis quand ils veulent reconstruire quelque chose, c'est vraiment parfait. C'est vraiment, il y a rien à redire. Ils refont à la seconde près les mouvements de caméra, le rythme du film, c'est impressionnant. Et on voit que finalement, s'ils avaient voulu faire un remake plan par plan, ils auraient pu le faire. Et ils ont décidé de s'en éloigner et c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Et pour revenir au travail d'adaptation, il y a aussi un travail d'adaptation au niveau des acteurs, et c'est là où on va revenir. Les acteurs font, dans les plans où c'est vraiment pris plan par plan, exactement les mêmes gestes. C'est ouf. Et arrivent à transmettre une émotion assez particulière qu'on ne pouvait pas trop ressentir dans l'animé parce que c'était de l'animé justement. Oui. Et notamment Scarlett Johansson. Révélation totale du film. Alors ouais, enfin révélation, on la connaît la Scarlett, mais dans le film, ouais, c'est clair que waouh, elle est magistrale, elle crève l'écran. Scarlett Johansson, c'est une actrice que j'aime pas forcément d'ordinaire, mais là, j'étais obligé de me mettre à genoux, quoi. Je veux dire, elle livre un truc qui est ouf, elle arrive à puiser des trucs, c'est dingue, dans l'animé de base, sur des dessins, hein. Elle arrive à choper des trucs, comme des mimiques, des expressions, et elle le remet dans son jeu en live action. C'est ouf, c'est vraiment ouf. Elle a à peu près la même approche que pour son rôle dans Lucy de Luc Besson. Alors oui, Lucy parce que c'est à peu près les mêmes thématiques et parce que Scarlett Johansson, mais je trouve que son approche du personnage est à peu près la même parce qu'elle va au fond du truc, elle le joue à fond, ce qu'elle a joué, elle le joue bien, même dans Lucy elle jouait bien, hein. Mais ouais, elle s'investit à mort dans ses rôles et je me rends compte au fur et à mesure que depuis qu'elle joue dans Marvel, on a tellement tendance à lui donner des rôles monotones que c'est une actrice qui se gâche parce que là, il y a une part de réflexion et une part d'émotion et quand elle la livre cette part-là, c'est juste dingue quoi. Elle a un regard qui est waouh, c'est hyper troublant et c'est vraiment l'actrice principale du film, même si je trouve que autour les personnages secondaires sont pas forcément effacés. Les personnages secondaires sont vraiment assez bien exploités pour certains, notamment Batou ou encore le chef de Secteur 9 qui sont très très bien exploités autour. Ils sont vraiment très très bien développés. On a vraiment une sorte d'origin story à travers les deux personnages, même si certains d'autres personnages secondaires on les voit très très peu. Ouais. Mais alors que dans l'animé de base on les voit assez souvent. Oui. Là ils sont assez effacés par rapport au trio on va dire. Mais ils sont vraiment assez, ils ont tous chacun un développement et ils ont toujours travaillé avec un certain respect, ce qui est très intéressant. Notamment aussi le méchant, qui, je sais plus joué par qui et je sais plus son nom. Michael Pitt. Joué par Michael Pitt, qui, pareil. En plus j'ai vu, là j'ai vu la critique de Durandal, il dit qu'il a travaillé avec une sorte d'automatiseur de voix. Ah. Et même avec cet automatiseur de voix, il s'en sort plutôt pas mal. Ah ouais, c'est vraiment bon. Et à travers ses mouvements, sa voix et à travers son comportement, il arrive vraiment à transmettre une émotion qui est assez identique à celle de Scarlett Johansson et qui est vraiment assez touchante. Voilà, j'ai presque rien à dire sur les acteurs, ils sont presque tous bons et excellents. Ouais, ce que je noterais en fait, et qui est une force du film, c'est que même si on a un personnage principal et une actrice principale qui sont vachement mis en avant, on sent que derrière ça grouille tellement de personnages que ça crée pas un vide autour. Et du coup, bah, c'est assez plaisant quoi de se rendre compte que si finalement on retire le personnage principal, il reste tout un univers qui grouille de détails et de personnages. Et ça, c'est vraiment une force du film, je trouve. Il y a vraiment un univers derrière et on peut vraiment aller plus loin. À travers d'autres films. C'est un reproche que j'avais fait notamment à Warcraft qui s'est sorti, c'est que
Warcraft, c'est pareil, un univers avec plein de personnages, sauf que on a tendance à retenir qu'un ou deux seuls personnages, alors que on pourrait vraiment développer les autres. Et là, c'est ce que a réussi Ghost in the Shell, c'était développer tous les personnages d'un seul coup et avoir un attachement particulier à chacun des personnages qui sont bien, quoi. Ils sont bien amenés, ils sont bien écrits. Et c'est vraiment honnêtement, Ghost in the Shell pourrait être la base d'un recueil de spin-off. En fait, je trouve que ce film, il y a tellement de trucs qui sont montrés qu'on pourrait placer ce film et ensuite développer pas mal de spin-off autour avec les membres du secteur 9 par exemple. On sent qu'il y a tellement de choses à raconter que même juste sur l'histoire du méchant qui est assez folle, il y a tellement d'histoires à raconter qu'on pourrait se permettre de faire des spin-offs et je pense qu'il y aura une suite. Je pense qu'il y aura une suite, c'est possible. C'est vrai qu'un spin-off sur le méchant, ça serait pas bête parce que il y aurait vraiment encore la même réflexion philosophique derrière et ça suivrait plutôt bien le film de 2017. Exactement. Maintenant, parlons des musiques. Les musiques, alors moi j'ai bien aimé les musiques, mais en fait c'est pas vraiment des musiques, c'est plus des thèmes d'ambiance. Il y a pas vraiment de thème épique qui revient, des thèmes orchestraux qui reviennent, un peu comme dans tous les blockbusters actuels. Là c'est plus de la musique d'ambiance. Donc c'est beaucoup moins identifiable et beaucoup moins mémorable, mais j'ai adoré l'ambiance un peu électro-rétro qui se dégageait de tout ça, avec des synthétiseurs, une ambiance très années 80 finalement. Et j'ai adoré entendre tout ça. L'ambiance sonore est dingue, il y a un travail des basses, de l'immersion aussi au niveau sonore qui colle avec l'immersion visuelle. Et moi, l'ambiance musicale m'a vraiment plu. Après, petit regret, c'est que le thème principal que j'aime beaucoup est utilisé en générique et pas avant. C'est un peu dommage. Il est utilisé pour le générique de début parce qu'il est remixé par Steve Aoki, mais après on n'entend plus parler. On a juste des thèmes épiques qui sont faits entre guillemets comme par ceux de Hans Zimmer par exemple. C'est des thèmes vraiment trombone, guitare électrique et tout. C'est vraiment assez électro rock un peu. Ouais, c'est ça. Mais ils sont assez oubliables et mais ils sont très très bien dans le film, c'est tout. Ouais, c'est ça, voilà. C'est une bonne ambiance sur le coup, mais vous allez pas les retenir en sortant de la salle. Voilà. T'as d'autres choses à rajouter par rapport au film ? Non, je pense qu'on a fait le tour. Au final, petit bilan sur le film, allez le voir. Foncez le voir. C'est le meilleur film qui est sorti ce mois-ci pour moi, avec Grave. Mais j'ai pas vu Grave encore, je sais pas. C'est le meilleur film de ce mois-ci avec Grave, donc loupez pas votre chance. Ne vous fiez pas aux critiques sur internet qui sont vraiment des puristes de l'œuvre originale et qui voulaient vraiment un remake plan par plan. Sur ce... Et surtout en face, il y a La Belle et la Bête qui est aussi un remake et qui m'a l'air 10 fois plus fade et dégueulasse. J'ai pas vu La Belle et la Bête, mais quitte à choisir une bonne adaptation, allez voir Ghost in the Shell. La Belle et la Bête, c'est juste les effets spéciaux. Après, il y a rien d'intéressant à regarder à travers le film. Et c'est vraiment un remake plan par plan, et c'est vraiment ce que a loupé Disney. C'est mis à part Bravo, Disney. Quelques innovations, notamment un personnage gay, je vois pas ce qu'ils ont rajouté en plus. Génial. Voilà. Sur ce, c'était la critique avec Jack Ossiné de Ghost in the Shell. On vous recommande d'aller voir le film. Ciao tout le monde. Peace. Salut.